Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans notre visioconférence consacrée cette fois-ci à un sujet très pertinent, un sujet d'actualité, l'islamo-gauchisme, réalité ou mythe. Nous avons l'honneur, un grand honneur pour ma personne, pour notre association, de recevoir quelqu'un de renommée scientifique internationale, professeur François Burgat. On reçoit François Burgat comme un scientifique, un savant, mais surtout, on reçoit François Burgat comme un être humain qui a insisté, qui insiste d'être toujours à côté de la justice. Permettez-moi de vous exprimer, mon professeur, tout mon respect comme être humain, toute mon reconnaissance en tant que musulman vivant en Europe, parce que vous étiez toujours à côté de la justice, à côté de la dignité humaine. Nous allons traiter avec vous, professeur François Burgat, un sujet d'actualité, l'islamo-gauchiste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un simple étiquetage, c'est une qualification politique, sociale, idéologique. Qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchiste? C'est une réalité, c'est une mythe, surtout c'est un sujet d'actualité avec la zamourisation de la vie politique en Europe en général, avec la chipasisation aussi des valeurs de la République en marche arrière, qui essaie toujours de contrôler, d'encadrer les musulmans, de stigmatiser les musulmans dans tous les détails de leur vie, dans les habits, dans les pratiques gastronomiques, même dans les toilettes, etc. C'est l'Europe qui s'est présentée pendant des décennies comme une référence de justice, de liberté, d'éthique, et essaie de nous stigmatiser en exploitant la situation de faiblesse sociale, de faiblesse de la représentativité des musulmans sur les structures politiques et sociales européennes, en exploitant la diversité, les conflits au sein des structures musulmanes. Je dis une blague, par exemple, une organisation, parmi les deux organisations qui représentent les musulmans en Suisse, une organisation a travaillé et a milité pour exclure la plus ancienne organisation qui représente les musulmans au sein de la Conseil suisse des religions. Un symbole explicatif de l'unité du musulman face aux défis. Honoré de recevoir avec nous professeur Dr Farhat Afshahar, le président de la coordination des organisations islamiques suisses, membre du Conseil suisse des religions. Honoré aussi de recevoir notre ami Dr Roberto Simona, membre du dialogue, de la commission de dialogue intermusulman chrétien. Notre ami professeur Boumedine Ben Yahya, directeur d'Institut Kalima. Aussi notre ami Maurice Hussein, secrétaire de la Fondation islamique et culturelle d'Ahl Bayt de Genève. Honoré aussi de recevoir Madame l'ambassadrice, représentante de l'Organisation de la coopération islamique à Genève. Avant de vous céder la parole, mon professeur François Burgat, j'insiste à vous remercier, malgré l'agenda, malgré les engagements, vous étiez avec toute modestie avec nous ce soir. Merci infiniment, professeur François Burgat. Et je cède parole à notre cher ami, professeur Farhat Afshahar, président de la coordination des organisations islamiques suisses. Bonsoir, cher professeur Burgat, monsieur le président de CRI, mesdames et messieurs. J'attends avec impatience cette importante présentation de votre part. Pour notre orientation, il est important de savoir si la science peut analyser les religions avec des catégories politiques ou les religions doivent-elles être considérées avec des catégories morales. L'islam tente certes d'organiser la vie religieuse et sociale, mais l'éthique de la paix, c'est central pour l'islam. Mais la paix est liée à la justice.
C'est une grande différence en comparaison avec la paix Pax Romana, la paix politique. La justice ne doit pas seulement être légale en islam, mais les lois doivent être également légitimes. Cet équilibre est la base d'une paix durable. Dans la réalité, nous assistons à une politisation de l'islam qui met en danger la paix et inquiète tous les musulmans. C'est avec grand intérêt que nous souhaitons connaître votre point de vue, cher professeur. Merci. Merci beaucoup. Je souhaite le bienvenue à notre cher ami Dr Ghal Benchikh, président de la Fondation Islam de France, et je cède parole à notre cher ami Dr Roberto Simona. Merci à vous. L'évolution et le progrès technique favorisent une impressionnante et rapide diffusion des informations et des messages qui peuvent atteindre chaque coin du monde. Il est difficile de dire si la technologie contribue au progrès de la vie intérieure de l'être humain. Aujourd'hui, les informations parviennent et peuvent être trouvées facilement, mais la personne risque souvent d'ignorer la perception du réel. La personne s'approprie les informations par des images qu'elle continue à cumuler et avec le risque de créer des jugements, de louer ou humilier des personnes et des communautés. Que veut dire gauchisme, centriste, de droite? Ce sont des désignations qui sont utilisées pour classer ce qui est observé ou perçu. De plus en plus, les religions sont classées par des images qui se créent par les messages des médias ou par Internet. Le risque est qu'une grande partie des gens se renferment aux informations reçues. La curiosité, la passion ou l'intérêt de prendre le temps pour approfondir le sens de la religion s'effacent. La religion est un sujet qui devrait aller bien au-delà des images que nous pouvons recevoir, surtout si nous considérons la mission d'une religion qui est de guider la femme et l'homme vers Dieu. C'est ce que la profonde et authentique lecture du Coran fait sentir et incarner dans la personne qui est à la recherche de Dieu et de la liberté. C'est ce que nous pouvons constater chez les musulmans connus et reconnus par leur authentique mysticisme et charité. Ce fait devrait déjà interroger la personne, indépendamment de sa croyance, sur les raisons pour lesquelles certaines informations, certains textes ou messages mènent à classer une religion. La visioconférence d'aujourd'hui nous permet d'approfondir nos réflexions sur l'islam par un sujet très intégrant. Et donc, je vous souhaite une belle écoute. Je tiens à remercier les organisateurs et en particulier le docteur Dari et le présentateur, le professeur Bourga. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur Roberto Simona. J'aimerais bien aussi souhaiter le bienvenu à monsieur l'ambassadeur de Koweït, monsieur l'ambassadeur de Qatar et monsieur le doyen de l'Université de théologie de Genève et monsieur le directeur des affaires religieuses à l'État de Genève. Je cède la parole à notre ami professeur Boumediene Bouyahia pour la modération avec notre cher professeur François Burga. Je vous remercie, docteur Dahri. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie tous les spécialistes et tous ceux qui ont pu nous rejoindre aujourd'hui dans cette occasion inédite, parce que professeur François Burga, nous avons le grand honneur de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes un grand spécialiste et témoin vivant de la politique française, politique européenne et un expert aussi des relations autour du champ sémantique de l'islam, de l'islamisation des musulmans à travers le monde et non pas seulement en France. Vous êtes directeur émérite de recherche au CNRS, professeur enseignant dans différents instituts à travers le monde, notamment en France, au Proche-Orient. Vous aviez dirigé beaucoup de travaux concernant les questions internationales reliées à la politique et reliées aux questions de l'islam et des musulmans, de l'Orient, de l'Occident.
plus qu'un honneur de vous voir avec nous. Peut-être pour amorcer très rapidement, après toutes ces brèves introductions des uns et des autres, des spécialistes, professeur, notre sujet ce soir, c'est un sujet, bien sûr, l'avait rappelé Dr Dahri, l'islamo-gauchisme. Est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Peut-être à partir d'une première définition de l'islamo-gauchisme dans son contexte linguistique, sémantique, symbolique, politique, politisé, etc., etc. Je vous laisse le soin peut-être de développer à partir de ce point pour aller soit vers un sens, soit vers un autre, soit vers un centre intermédiaire entre les deux réalités, le mythe et la réalité de l'islamo-gauchisme. À vous la parole et on vous remercie infiniment d'être avec nous, professeur. Merci infiniment à toutes et tous. Merci au CRI qui me donne la possibilité de franchir, grâce à Monsieur Zoom, qu'il faut bien remercier également, de franchir si facilement, plus facilement encore que d'habitude, les Alpes. Merci à tous ceux qu'on ne voit pas, mais qui nous font l'honneur d'être présents avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui ont pris la parole au début de cette intervention. J'ai deux petites notifications très liées à faire en introduction. Je m'exprime depuis Genève grâce à Monsieur Zoom, mais je m'exprime sur un sujet qui est un peu franco-français, enfin qui est à la fois franco-français et pas seulement, d'accord? L'islamo-gauchisme, au sens où on va essayer de le définir ce soir, c'est un épisode des crispations de la société française par rapport à la présence musulmane dans le tissu de la nation française, mais européenne. Mais fort heureusement, ce n'est pas qu'un sujet franco-français. Hein. L'intérêt que vous avez en tant que compatriote suisse pour ce sujet montre bien que, évidemment, la problématique de l'islamo-gauchisme déborde la sphère de l'Hexagone. Il m'arrive assez souvent de m'exprimer en Suisse, j'ai toujours une petite gêne, j'ai toujours peur de tomber dans l'ethnocentrisme parce que bien sûr, mes exemples historiques, je vais les puiser principalement dans l'histoire de France, mais je sais que votre culture générale suffit à corriger le tir, à savoir, bon, vous avez eu, il n'y a pas besoin de fouiller très loin, mais je crois que c'est en 2009 que la Suisse s'est exprimée sur l'opportunité de construire ou de ne pas construire des minarets. On voit bien que les tensions que nous allons évoquer ce soir ne sont pas exclusivement françaises. Mais l'appareil historique que je vais mobiliser, à certains égards, la Révolution française, elle est bien de chez nous, le passif colonial, il est bien de chez nous, mais je pense qu'en dernière instance, les ressorts des crispations que je vais essayer de démonter, je dirais malheureusement, ils franchissent tout à fait les Alpes. Et donc, le sujet que je traite d'un point de vue français, et puis je dirais aussi d'un point de vue non musulman, parce que je me suis surpris parfois à dire l'islam chez eux, l'islam chez nous. C'est-à-dire qu'il m'arrive parfois, oralement, de m'associer, de m'identifier à la majorité non musulmane du territoire politique français, ce qui est à la fois logique si on veut être didactique face à un public non musulman, mais qui est aussi une erreur de langage, parce que chaque fois que je dis « nous », ça veut dire que j'exclus. Hein, le non-dit de ce « nous », c'est d'exclure les musulmans du tissu de la nation française. Mais voilà, ces petits correctifs. Et puis la seconde remarque introductive, je l'aurais faite sans même votre question, chers collègues, de plus en plus quand je fais une conférence comme ça, touchons du bois, à mon âge avancé, je dis si par hasard les prophètes m'interdisaient de la conclure, je vais donner la conclusion dès le début. Donc je vais effectivement, dès le début, dire ce à quoi je souhaiterais arriver en termes de conclusion. Qu'est-ce que c'est que l'islamo-gauchisme pour moi? C'est une étape supplémentaire. Vous verrez qu'au strict niveau de l'organisation, l'islamo-gauchisme, c'est un mécanisme de stigmatisation, non pas des musulmans. Ce n'est pas un mécanisme de stigmatisation des musulmans. C'est un mécanisme de stigmatisation des non-musulmans qui ne se prêtent pas, qui ne cautionnent pas
la structure de la stigmatisation ambiante dans le paysage politique français. C'est assez important de le dire. Hein. Les islamo-gauchistes, alors bon, je ne sais pas si votre image vous permet de voir à quel point j'assume mon identité, vous voyez quand même, je revendique mon islamo-gauchisme, oui, j'en suis fier. Marianne, ce vilain journal m'a consacré un espèce de portrait à charge assez odieux où il me qualifiait d'islamo-gauchiste assumé. Je dirais tout était faux dans l'article, sauf le titre. Oui, je suis fier d'être ciblé. L'autre jour, bon, j'ai eu droit à Marianne, mais aussi à l'éditorial de Charlie Hebdo, et j'ai regardé, j'ai dit, oh, je suis en tellement bonne compagnie que c'est un honneur pour moi d'être qualifié d'islamo-gauchiste. Enfin, Charlie Hebdo, vous le savez, ne fait pas dans la nuance. Donc, nous étions accusés d'appartenir à la gauche Allahu Akbar, à la gauche Allahu Akbar, et nous étions, il était insinué que nous aidions à aiguiser les couteaux de l'Aïd qui nous égorgerait. Vous voyez, on faisait dans la dentelle, mais la liste des islamo-gauchistes auxquels je me suis senti gêné. J'ai dit qu'est-ce que je fais au milieu de personnalités aussi prestigieuses, puisqu'il y avait tout de même François Héran, professeur au Collège de France, Edoui Plenel, Jean Bobéro, les responsables de l'Observatoire de la laïcité, toute une série de personnalités auxquelles j'étais quand même donc assez honoré d'être assimilé. Donc l'islamo-gauchisme, c'est un épisode, c'est une crispation ultime de la société française qui a vu se déplacer le mécanisme de stigmatisation des musulmans, sur lequel je vais m'exprimer ce soir, vers la périphérie non musulmane de la société qui s'oppose à cette dynamique. Donc ça, c'est une définition tout à fait objective. Le concept d'islamo-gauchisme, alors bon, après, moi, je vais vous dire ma conclusion, c'est une supercherie, c'est une forfaiture qui a été mise en œuvre pour des raisons opportunistes par ses concepteurs, pour des raisons électoralistes de la part de ses bénéficiaires, mais qui a donné tout de même à la société française l'opportunité d'un geste assez réconfortant. Je vais dire plutôt que des choses qui rendent pessimiste ce soir, mais il y a quand même des exceptions. L'épisode islamo-gauchisme a permis aux auteurs dominants de l'appareil académique français, conférence des présidents d'université, directoire du CNRS, de traiter comme tel ce phénomène islamo-gauchiste en refusant d'en reconnaître ne fût-ce que l'existence objective, puisque la conférence des présidents d'université et le CNRS ont de concert, même si parfois ils ne s'entendent pas, dit non, Madame la Ministre, nous n'allons pas dépenser de l'énergie à faire l'inventaire des territoires de l'islamo-gauchisme dans nos institutions académiques. Pourquoi ? Parce que nous estimons que c'est un concept venteux qui n'a pas de raison d'être, qui n'a pas de base scientifique. Donc voilà, j'ai à la fois, je l'espère, répondu un petit peu à la question initiale, qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme ? Eh bien, c'est un épisode ultime dans la crispation de la société française. Mais bon, si on veut le saisir, il faut se confronter aux racines historiques de cette tension européenne en général, mais tout de même française en particulier, puisque là, il ne faut pas hésiter à le dire, nous n'avons pas que le Reblochon, qui est le concurrent direct du Gruyère, nous n'avons pas que le bon vin, nous avons aussi une espèce de phobie, notamment sur le terrain vestimentaire. Nous avons une phobie très spécifique des conséquences de la présence de l'islam dans le tissu national et dans notre environnement. Donc, c'est quand même un sujet qui est un peu plus français et on va voir pourquoi. Donc, ce que je vous propose, je vais essayer de tout faire tenir en 45 minutes, même peut-être moins. Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de vous dire, de mon point de vue, quelles sont les racines historiques de cette tension spécifiquement française avec l'islam. 3 ressorts. Le premier, je dirais, est le plus banal, je dirais le moins illégitime, le moins inquiétant. Le premier, il puise ses racines dans l'histoire religieuse de la France,
Le premier, c'est la concurrence de dogmes. Bon, voilà. La France, traditionnellement, la fille aînée de l'Église, se vit comme un pays de culture chrétienne et de religion chrétienne. Et évidemment, il y a une crispation devant l'affirmation sur son sol, et j'y viendrai, c'est très, très important. Hein, l'islam chez les autres. Voilà, je suis pris dans mon tic d'identification à la majorité non musulmane, l'islam chez les autres, puis l'islam chez nous, ce n'est pas la même chose. Donc, concurrence de dogmes relativement banale, avec des racines historiques longues, même si les croisades, hein, qui sont les premières références historiques qui nous viennent à l'esprit, ne sont pas exactement, de mon point de vue, mais ce n'est pas mon terrain, je n'ai pas tellement le droit d'en parler, ne sont pas une campagne islamophobe contre l'islam, sont une campagne malgré l'islam. Hein. On va aller récupérer le tombeau et on va massacrer tout le monde sur place, mais il n'y a pas une tension idéologique entre les deux dogmes comme moteur absolu de ce conflit. Mais disons, concurrence des dogmes, c'est banal. Eh bien, je vais vous dire que ce n'est pas pour moi le principal ressort de l'islamophobie ambiante en France, pour au moins deux raisons. D'abord parce que la caractéristique de la France, c'est certes d'être chrétienne, mais peut-être plus encore, c'est d'être déchristianisée. Hein? Donc, les attitudes qui sont motivées de l'intérieur de la croyance ne sont pas déterminantes en France aujourd'hui. Hein? Si je compte autour de moi, je verrai que ce n'est pas ça, ce n'est pas ce ressort, ce n'est pas « Oh mon Dieu, mon dogme est en danger par un dogme concurrent ». Et l'autre remarque que je fais sur ce terrain-là, c'est que les chrétiens ont deux attitudes sur ce champ de l'islamophobie. Il y a une petite frange sectaire qui fait de la surenchère, mais je dirais que le noyau central des chrétiens est un peu moins, passez-moi l'expression, hystérique sur ce terrain que ne le sont d'autres acteurs de la vie sociale et intellectuelle. Donc, le ressort de la concurrence des dogmes n'est pas pour moi le principal ressort de l'islamophobie ambiante en France. Passons au second. Là, on va vraiment entrer en France. Là, on va se séparer des autres expériences des terroirs européens. C'est la culture révolutionnaire. C'est l'histoire de la Révolution française et le débouché de cette révolution qui a été la loi de séparation des églises, hein, pas de l'Église, des églises et de l'État en 1905. Là, nous sommes sur un terrain très français. Pourquoi ? Parce que cette association du pouvoir religieux avec la monarchie absolue existait dans d'autres secteurs de l'Europe. Mais l'itinéraire de la modernisation politique n'est pas passé par la décapitation du roi, hein, en Grande-Bretagne et dans le monde anglo-saxon. Il n'y a pas eu ce même épisode de rejet, d'extirpation, d'expulsion du religieux de l'espace politique. Ça, c'est un phénomène extrêmement français. Alors, dans la rhétorique de l'islamophobie ambiante, c'est la feuille de vigne qui va cacher tout le reste. Vous n'entendrez jamais des discours hostiles à l'islam, vous entendrez toujours des discours de défense de la laïcité. Et là, on va voir se nouer un registre extrêmement français de la laïcité. Là, on va voir se nouer notre différence de français avec des expériences anglo-saxonnes. J'aime bien prendre des exemples très parlants. Le burkini, le savez-vous, le burkini a été inventé par qui ? Par les Australiens en 2005. Hein, les Australiens ont été confrontés, alors c'est amusant, je me suis trouvé, je ne suis pas tout le temps en Australie, mais j'étais 2 fois de suite en Australie en 2005 précisément, et j'ai vécu les discours de la droite et de la gauche qui ont été complètement antinomiques. Et la gauche a réagi à des émeutes raciales liées à l'ouverture d'une ligne d'autobus qui amenait les Libs, on dit en Australie. Libs, ça veut dire libanais, ça indique la libanité, mais c'est un vocable dépréciatif pour désigner les musulmans. Les Libs venaient se baigner sur des plages où habituellement ils n'allaient pas. Ça avait donné des émeutes quasiment raciales ou religieuses. Comment les autorités avaient-elles réagi ? Elles avaient dit: il faut qu'on parvienne à ancrer la composante musulmane de la société australienne dans l'imaginaire national collectif
de façon plus efficace. Comment faire? Quel est le cœur de l'imaginaire australien? Vous ne le savez peut-être pas, je ne le savais pas avant, mais c'est le sauvetage en mer. Hein. Aller sauver les gens, c'est une île, hein, l'Australie, sauver les gens qui se noient, c'est vraiment un exercice, je ne dirais pas c'est le camembert des Français, mais c'est un repère symbolique très important. Alors les autorités se sont dit, il faut qu'on ait des musulmanes et des musulmans dans ces équipes de sauveteurs, lifesavers, qui avec leurs planches se lancent dans l'océan. Mais malheureusement, il y avait un obstacle vestimentaire. Hein, les musulmanes ne souhaitaient pas se mettre en bikini. Et c'est dans ce contexte-là que les autorités ont généré cette idée qu'il pourrait y avoir un vêtement de bain adapté qui corrèle les ambitions techniques du Lifesavers avec les exigences vestimentaires de pudeur des musulmans. Les Canadiens, lorsqu'ils se sont trouvés avec des tensions à l'égard des musulmans, ont cherché à recruter dans les gardes montées des femmes portant le hijab. Là, vous voyez le gouffre entre la réaction des Français. Les Français, le Sénat français vient de voter l'interdiction des femmes voilées sur les stades. Il y a 8 jours. C'est-à-dire que lorsque les anglo-saxons se sont retrouvés devant la question de savoir est-ce qu'un monsieur qui a une grosse barbe et des tas de cheveux qu'il cache sous un turban, je fais allusion au sikh, si un monsieur qui a ces accessoires vestimentaires si exotiques désire être un policier de la reine, est-ce qu'il peut ou non? Les Français, malheureusement, auraient répondu non. Les anglo-saxons ont répondu oui. Et c'est toute la différence. Donc, il faut bien comprendre, parce que c'est le cœur d'un certain malentendu, même si ce malentendu il est de mauvaise foi. Mais quand vous entendez Madame Badinter, pour moi, c'est le symbole d'une espèce de laïcisme qui, en dernière instance, c'est là que je veux en venir, relève du racisme plus que la défense de la laïcité. Mais les Français, les franco-français n'admettent pas que la religion puisse jouer un rôle différent de ce rôle d'allié de l'absolutisme politique qu'elle a joué dans leur histoire à eux. Voilà. Donc, on n'admet pas que dans la tête d'une femme musulmane, l'importance de l'appartenance religieuse puisse avoir un sens qui n'est pas antinomique avec la modernisation politique, l'ouverture, le constitutionnalisme, etc., etc. On n'arrive pas, Madame Badinter, Caroline Fourest, n'arrive pas à admettre qu'une femme musulmane, qu'une femme musulmane, je le dis aussi comme ça, une femme musulmane, en tant que femme, elle a des ennemis, des adversaires, des concurrents. C'est le machisme de la culture méditerranéenne avec sa composante religieuse spécifique. Mais c'est le machisme de son environnement masculin. Mais une femme musulmane, elle appartient aussi à un groupe musulman qui a été discriminé, qui a été colonisé, et elle peut très bien vouloir, dans son processus de modernisation et d'émancipation politique, faire usage des ressources identitaires portées par sa culture religieuse. Et ça, le franco-français, Madame Badinter, que je la prends comme caricature, ne veut pas le comprendre. D'accord ? Et donc, cette évocation du deuxième ressort m'amène assez logiquement au troisième ressort. Pour moi, le principal, on a été crescendo. Pour moi, le principal ressort de l'islamophobie ambiante en France actuellement, il ne puise pas ses racines dans l'histoire religieuse de la France, il ne puise pas ses racines dans l'histoire révolutionnaire de la France, il plante ses racines dans l'histoire coloniale de la France. D'accord ? Qu'est-ce à dire ? Pendant très longtemps, depuis Napoléon, l'expédition en Égypte, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'islam appartenait au département des affaires étrangères. L'islam, c'était chez les autres. Alors vous me direz, oui, chez les autres dont on disait qu'ils étaient les nôtres aussi. Hein ? En Algérie, c'était aussi la France. Mais enfin, c'était la France de l'autre côté de la Méditerranée. C'était la France dans des domaines très éloignés. L'islam n'était pas une affaire domestique. D'accord ? De surcroît, l'islam était une religion qui évoluait dans des sociétés sur lesquelles nous étions en relation d'hégémonie. D'accord ?
quel est le changement brutal qui va se produire et qui est, si je devais ne donner qu'une seule raison à l'islamophobie, une seule perspective analytique, je dirais, qu'est-ce qui va se produire? C'est que ce débat, alors il y avait un débat intellectuel, il y avait Renan, il n'y avait pas que Renan, hein, il y avait aussi Victor Hugo, il y avait un débat contrasté, mais il y avait évidemment des pics contre l'islam chez les autres en tant que religion, sur le terrain de la comparaison des dogmes et des cultures, mais disons que ça se passait loin, ça se passait chez les autres, ça relevait des affaires étrangères et pas, absolument pas, des enjeux domestiques. Qu'est-ce qui va se passer? On va passer de la logique de l'expédition napoléonienne en Égypte à post-Seconde Guerre mondiale, parce que, bon, dans la Première Guerre mondiale, il y a déjà eu des dynamiques migratoires importantes, mais les gens sont en grande partie repartis de l'autre côté de la Méditerranée, dynamiques migratoires liées à l'effort de guerre. Hein, ce sont des gens qu'on a fait venir, beaucoup ne sont pas repartis parce qu'ils seraient repartis en cercueil. Hein. Mais disons, il y a eu des dynamiques migratoires importantes, mais si on veut faire l'histoire un petit peu à la louche, on va dire que la frontière, c'est les années 60, 65, dynamique migratoire forte et dynamique d'indépendance au sud de la Méditerranée. Voilà, c'est la conjonction de ces deux dynamiques qui fait que l'islam n'est plus une affaire qui se passe chez les autres dans des sociétés sur lesquelles nous sommes en situation d'hégémonie. L'islam se passe, c'est un problème qui se passe chez nous, hein, avec des gens qui vont lentement, très très lentement, commencer à exiger le respect des droits qu'en théorie on leur a accordés avec la nationalité, et dont on a fait l'argument vendeur de notre République. Et là, vous voyez, on va arriver à l'islamo-gauchisme. Si je devais résumer, je l'ai déjà fait en disant que pour moi, l'islamo-gauchisme ne peut se lire que dans le contexte des échos de la décolonisation. Je reviens dessus. Qu'est-ce que c'est l'islamo-gauchisme? C'est la réaction d'une partie de la société française, une minorité de l'appareil académique. J'insiste, ce n'est pas souvent qu'on peut se coller des médailles, une minorité d'appareil académique. Mes deux chers collègues, je vais quand même les citer une fois, Gilles Kepel et Bernard Rougier ne sont pas du tout centrales dans l'appareil académique actuellement. Gilles Kepel, m'a-t-on dit, n'a pas publié une ligne dans un peer review depuis 1993. Il n'a pas de crédit à l'intérieur, stricto sensu, dans l'appareil académique. La majorité, je vais vous paraître optimiste, mais la majorité de mes collègues est en gros quand même sur une ligne d'analyse qui est comparable avec celle que je développe aujourd'hui. Ceux qui cautionnent les raccourcis qui ont été développés dans le livre sur lequel on reviendra, qui a été le lancement du phénomène de la campagne contre l'islamo-gauchisme, sont minoritaires, sont tout à fait minoritaires. L'islamo-gauchisme, c'est la réaction d'une petite partie de la société au fait que les descendants des sociétés colonisées, première génération, il n'y en avait pas un qui était capable de dire un mot, ou c'était l'exception, ou c'était un petit nombre d'intellectuels. Deuxième génération, troisième génération. Nous arrivons maintenant à un moment où, malgré les mécanismes de discrimination, bien sûr, malgré le fait que l'accès à l'université, qu'il y a eu des freins, qu'il y a eu des blocages, la caractéristique de la période que nous traversons aujourd'hui, c'est que les descendants des sociétés colonisées ont acquis les ressources intellectuelles, linguistiques, sociales, politiques, de participer au débat public dans l'enceinte française, pour faire deux choses, pour réclamer les droits, l'application concrète des droits qui leur ont été en théorie accordés par leur insertion dans la société française, et plus grave encore, qu'est-ce qu'ils ne nous font pas comme misère? Participer à l'écriture de leur histoire, participer à l'écriture de notre histoire partagée. C'est l'irruption de ces acteurs dans le débat public qui avait longtemps été
confiné dans l'unilatéralisme du gagnant, du vainqueur. Qui a écrit l'histoire de la colonisation? C'est les colons, c'est pas les colonisés. Eh bien maintenant, les colonisés déploient leurs exigences sur ce terrain et ça englobe un spectre très large qui fait que si ces revendications, si ces expressions viennent de membres de sociétés musulmanes ou de culture musulmane, on va les discréditer en les traitant d'islamistes. Mais si ça vient de sociétés, par exemple au sud du Sahel, qui n'étaient pas de culture musulmane, ou de gens de sociétés musulmanes qui tiennent à ne pas faire usage de la culture, du lexique de la culture religieuse, ils existent, ils sont légitimes, hein, eh bien on va les traiter de racialistes. Donc, la période que nous vivons maintenant, ce mécanisme de l'islamo-gauchisme, c'est la crispation qui voit une partie, alors après, une partie, quel pourcentage de la société française se crisper devant cette remise en cause de cette hégémonie confortable qu'elle avait héritée de la période coloniale et qu'elle avait reproduit au lendemain jusqu'à nos jours. Voilà, je pourrais presque m'arrêter dans ma conférence maintenant parce que j'aurais l'impression que voilà, j'ai dit l'essentiel. Si vous le souhaitez, on peut bien sûr… Non, je n'ai pas dit l'essentiel. Il y a quelque chose qui est incompressible, mais je ne sais pas si vous voulez relancer par des questions. Il y a quelque chose qui est incompressible, c'est la variable étrangère dans la montée de l'islamophobie en France. C'est la composante, le discours de l'islamophobie en France est un produit de la coopération régionale. D'accord ? Donc ça, je veux absolument l'aborder. Depuis toujours, les événements de la vie politique étrangère dans le monde musulman ont influé sur l'image et sur le statut des musulmans en France. Hein. Mais là, bon, on va y venir. Je ne sais pas, monsieur le modérateur, est-ce que vous voulez me relancer sur autre chose? Alors, justement, oui. Justement, professeur, vous avez évoqué pas mal de points qui esquissent un petit peu la conception généralisante et précise par rapport à l'islamo-gauchisme, notamment en France, mais qui se déploie de plus en plus aussi au-delà des frontières de la France. Il y a une question inhérente à cela, alors notamment dans une période aussi, une période de ferveur électorale en France, avec ce phénomène qu'on pourrait qualifier, que Dr Dahri avait qualifié de zémorisation du climat politico-social, médiatico-politique. Quelle est la finalité en réalité, professeur, d'une telle démarche à discréditer les autres, souvent par rapport, bien sûr, en se basant sur les ressorts que vous aviez évoqués, les 3 ressorts, en tout cas les 2 premiers ressorts, vous aviez évoqués, qui sont historiques, qui sont attestés, qui sont irréfutables. Quelle est la finalité de cette démarche ou de cette stratégie de continuer à stigmatiser, je reprends le terme, une partie des citoyens de confession musulmane, notamment en France et peut-être même en Europe, et de stigmatiser par extension ceux qui sont en soutien, ne serait-ce qu'un soutien humain ou intellectuel à ces gens-là. Quelle est la finalité, selon votre expertise, au vu aussi de ce qui se passe ailleurs, hors de la France? Merci. Donc, votre question ne contrarie pas le fil de l'exposé que j'avais proposé parce que je suis obligé d'en passer par là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la temporalité Macron, hein, dans la temporalité Macron, c'est-à-dire 2017 à nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé? J'emploie l'expression le ventre mou des démocraties occidentales, c'est la dictature du court terme électoraliste. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Ce discours de stigmatisation des musulmans avait traditionnellement vu le jour dans l'extrémité du spectre politique, l'extrême droite. Mais on sait très bien qu'il avait lentement, irrésistiblement, malheureusement, gagné des pans entiers de la droite. Dans le contexte français, on dirait les républicains.
Hein. De temps en temps, quand je suis en veine de mauvais jeux de mots, je dis Madame Pépen ou Madame Lécresse pour montrer la proximité extrême qu'il y a entre Valérie Pécresse maintenant et Marine Le Pen. Mais malheureusement, on sait très bien, en 2017, création du printemps républicain, peu de temps après émergence de Manuel Valls comme Premier ministre de la France, on sait très bien qu'aux dépens entiers de la gauche, François Hollande inclus, qui va flirter avec l'idée de la déchéance de nationalité, etc., etc. On sait très bien que des pans entiers de la gauche, dans mon dernier livre, mais il y a déjà longtemps, en 2016, j'avais dit le problème, ce n'est pas l'existence de la rhétorique de l'extrême droite. Le problème, c'est que la partition de l'extrême droite la joue au clairon et au tambour, hein, mais la droite la joue à la clarinette et la gauche la joue à la flûte. Mais ils jouent la même partition. C'est-à-dire qu'on a vraiment vu la gauche basculer, s'approprier progressivement, sans restriction, le printemps républicain. Peut-on être Caroline Fourest, c'est soi-disant une intellectuelle de gauche, on nous dit, d'accord, le printemps républicain, Charlie Hebdo qui nous a traité la semaine dernière de gauche Allahu Akbar, sur un registre registre sémantique qui est celui de l'extrême droite, d'accord. Donc, ce qui s'est passé dans la temporalité Macron, c'est que ce registre, cette partition qui avait été progressivement appropriée par tout le spectre des forces politiques, eh bien, elle est passée au niveau gouvernemental. Voilà. Le 2 octobre, le 20 octobre, on vérifiera dans le discours qu'on a appelé le discours des Mureaux. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, il faut analyser quand même le discours des Mureaux. Hein. Nous sommes entrés dans l'ère de l'islamophobie d'État. Pour la première fois, les recoins les plus nauséabonds du discours de stigmatisation des musulmans ont été repris à leur compte par l'État. Alors on sait la séquence, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails, mais tout cela avait été préparé par la sortie claironnée de l'ouvrage de Rougier et de l'équipe Keppel pour nous vendre l'idée du djihadisme d'atmosphère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique, le djihadisme d'atmosphère? Les anglo-saxons, ils ont une expression « conveyor belt hein, », le tapis roulant. C'est l'idée que vous commencez par manger un kebab au lieu de manger un jambon beurre, hein, et à la fin, vous vous retrouvez dans Daesh. D'accord? Donc, le discours de l'État ne va pas stigmatiser ce qu'il est entièrement légitime à faire. J'espère qu'il me restera quelques minutes pour dire à quel point des lignes rouges sont franchies par Daesh et qui ne réclament aucune contextualisation, mais seulement une pure condamnation. Mais disons qu'on ne condamne plus ceux qui, dans le tissu national, adoptent des conduites de rupture hein, à l'égard de la société. Non, on condamne le CCIF, on condamne le Bondi Blog, on ne condamne pas collégiadistes, on condamne les salafistes. Déjà, les salafistes, on pourrait discuter. Parce que les salafistes, aux gens de culture chrétienne, je dis, vous savez, les moines contemplatifs, c'est des sortes de salafis. Hein. La religion envahit leur quotidien et ils en font une application rigoureuse. Ce n'est pas pour autant des ennemis de la nation. D'accord ? Donc, il faudrait déjà faire le tri. Mais on condamne les salafis. La pensée salafie est déjà condamnée. Mais on condamne aussi les frères musulmans. Mais on condamne ceux qui refusent d'être dans les frères musulmans avant les déplorables épisodes que vous savez, Tarek Ramadan, qui se refusait à être considéré comme proche des frères musulmans, était de toute façon condamné. Mais le Bondi Blog, des organes de presse menés par des jeunes de culture musulmane, mais qui ne disent même pas Bismillah avant de passer au boulot, enfin, des gens qui ne sont pas dans des attitudes de religiosité, et bien sûr le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, c'est eux qui vont être ciblés. Alors ça, je pense qu'il faut prendre le temps de dire à quel point l'attitude gouvernementale va être aberrante, complètement contre-productive. Est-ce qu'il existe
des appropriations de la religion musulmane qui peuvent être critiquées, qui sont des appropriations binaires, clivantes, conflictuelles? La réponse, c'est oui, ça existe, bien sûr. Mais on ne va pas traiter ce mal relatif en criminalisant ceux qui luttent contre. Or, quand le CCIF donne à des citoyens musulmans les moyens juridiques de contester sur le plan judiciaire les mesures dont ils s'estiment les victimes et qui pourraient à terme les pousser devant des attitudes de refus et de blocage et éventuellement de radicalisation, lorsque le gouvernement s'en prend au CCIF, il se tire une balle dans le pied. Il nous tire une balle dans le pied. Et j'aime bien prendre un exemple franco-français. Dans les années 70-80, nous avons eu en France un extrémisme, un activisme d'extrême gauche qui était meurtrier, puisque au nom de la lutte contre les capitalistes, on tuait des grands patrons capitalistes. D'accord ? Imaginez que l'État, pour lutter contre Action Directe, ait dit je vais dissoudre la CGT. Pourquoi ? Parce que la CGT, elle dit du mal des grands patrons. Donc, si vous commencez à écouter la voix de la CGT qui dit du mal des grands patrons, vous allez terminer par un attentat contre les grands patrons. C'est très exactement le raisonnement qu'a employé le gouvernement français, le ministre Darmanin, Madame Schiappa, ces institutions bidons qui ont tapissé le paysage de la haute fonction publique pour dissoudre le CCIF. Alors, ne parlons pas, bien sûr, de l'Observatoire de la laïcité. On a dissous l'Observatoire de la laïcité pour lutter contre le djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire, un autre exemple qui veut dire la même chose, la semaine dernière dans Marianne, précisément, mon cher ami Gilles Kepel, que j'aurais donc cité 2 fois, a dit Burgas, c'est un entrepreneur de colère. C'est-à-dire, il voit une colère, il la cultive, il l'aggrave et il est content. Et moi, j'ai répondu, attention, qu'est-ce que vous entendez par entrepreneur de colère ? Si un entrepreneur de colère, c'est quelqu'un qui l'écoute, qui se pose la question de savoir pourquoi il y a eu cette colère, qui s'interroge sur le fait de savoir si par hasard, la part de la société qu'il représente n'aurait pas un segment de responsabilité dans cette colère. Mais ce n'est pas un mauvais citoyen, c'est très exactement ce qu'il faut faire. Et c'est le contraire de ce qu'a fait, à partir du discours des Mureaux, ce mécanisme de criminalisation qui aboutit aujourd'hui. Alors, vous avez dans votre culture générale, vous avez toutes les étapes. C'est le CCIF, c'est Baraka City, c'est depuis peu la fermeture de nombreuses mosquées. Je vais vous prendre un exemple très, très récent. La dernière des mosquées, j'ai plus sur la localisation, ça n'a aucune importance, qui a été fermée. Elle était fermée sur la base de discours portant atteinte à la femme, des discours qui étaient inacceptables du point de vue de cette République française qui promeut les droits de la femme. Alors, je suis quand même allé voir, d'autres que moi l'ont fait, ce qui avait donné lieu à la fermeture d'une mosquée quand même, qui frappe tous les croyants, c'est d'une brutalité absolue. Alors, l'imam avait dit, je ne caricature pas, il avait vraiment dit ça, si vous avez le choix entre 2 femmes, une qui est très 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 belle et une qui est très 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 pieuse, laquelle devez-vous choisir ? Bon, moi j'admets qu'on puisse faire un choix ou l'autre. Eh bien non, non, le gouvernement français n'admet pas qu'on puisse choisir, qu'on puisse prôner le choix de la femme la plus pieuse. Voilà, tout est dit, ça justifie la violence, c'est-à-dire qu'avec le discours des Mureaux, nous sommes sortis du terrain de la réponse répressive à des actes considérés comme mettant en danger l'unité nationale, et on est entré sur le terrain de la condamnation des idées. Dans la France de la liberté d'expression, si vous vous exprimez sur un registre oppositionnel à l'égard de la politique française, vous êtes criminalisé. Et bon, c'est pas seulement criminel, ce genre de... Mais c'est stupide, c'est contre-productif. Il y a très, très longtemps de ça, vous pouvez le googler, vous le retrouverez, on évoquait ce même débat. Je disais, le problème, c'est la qualité de la représentation des musulmans dans le tissu politique national. C'était avant Chalroumi, mais le concept existait déjà. C'est-à-dire, c'était la fabrication de fausses élites qui parlent au nom du groupe que l'on veut dominer, quitte à
quitte à faire que le groupe dominé se sent méprisé, exclu, etc. Et j'avais dit, ce qu'il nous faut dans le tissu politique français, c'est plus de musulmans. Mais attention, moi, ce qui m'intéresse, je caricature bien sûr un peu, c'est des musulmans en colère, c'est des musulmans râleurs. Les musulmans bénis, oui, oui, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de Chalroumi. Je n'ai pas besoin de ceux qui vont flatter les pires penchants de la société. Je veux des gens qui, avec la spécificité de leur ancrage culturel et le cas échéant géopolitique, et je prenais les exemples, je disais, si nous avions eu plus de musulmans râleurs dans les institutions politiques de la France, on aurait peut-être compris plus tôt que soutenir à fond Zine El Abidine Ben Ali ou Moubarak, c'était peut-être pas le meilleur des choix. Mais si un musulman nous avait dit Abba Ben Ali, on leur aurait dit, tais-toi, sale intégriste, tais-toi, sale islamiste. Hein. Donc, voilà, ça c'était très important aussi. Je ne veux pas dire que j'ai dit que des choses importantes, mais disons, dans la critique de l'attitude du gouvernement français, il faut comprendre que ce n'est pas seulement choquant, que ce n'est pas seulement méchant pour les musulmans, c'est contre-productif. C'est parfaitement contre-productif. Parce que la criminalisation, la théorie du djihadisme d'atmosphère qui permet, pour lutter contre Daesh, de criminaliser la librairie El Bayina, par exemple. Il y a des exemples très, très, très précis qu'on pourrait citer et faire parler les gens qui ont été criminalisés dans l'ouvrage de Rougier. Bon, évidemment, les éditions Nawa, on a fermé les éditions Nawa. L'un des ouvrages qui était interdit est un ouvrage sur Saïd Qutb, qui devrait impérativement participer au débat. Je ne dis pas qu'il a raison, l'ami Haït Yahya, mais je dis il doit participer au débat sur le regard que nous portons sur Saïd Qutb, bien sûr. Hein. Eh bien, non, nous avons fait, donc le gouvernement français, à partir le gouvernement autrichien sur la même pente, a fait des choses qui sont non seulement inacceptables au regard des principes dont il nous dit qu'ils fondent notre République, mais qui sont aussi terriblement contre-productifs. Voilà. Alors, vous laisserez juste une toute petite page, mais quand vous voulez, pour parler de la coopération internationale. On y reviendra. Alors, est-ce que, professeur, vous avez dit tellement de choses qu'on pourrait aussi vous rétorquer, vous objecter, si vous voulez, des arguments qui vont au contraire de ce que vous dites, à savoir qu'une partie des musulmans aussi sont responsables de ce qui leur arrive. On entend parfois aussi ces idées, ces arguments ou pseudo-arguments que les musulmans sont responsables, ils n'ont pas fait le nécessaire pour s'intégrer, ils ne s'intègrent pas. Au bout de la 3e génération, alors je dis les musulmans, alors qu'il faudrait parler peut-être de manière beaucoup plus précise, les citoyens de confession musulmane. On pourrait aussi dire qu'une certaine partie des citoyens, même s'ils représentent une minorité écrasante par rapport à ces citoyens de confession musulmane, ont des idées extrémistes, dévient aussi, si vous voulez, les idéaux d'une religiosité, d'une spiritualité ou d'une religion à l'instar de l'islam. On pourrait aussi nous dire aussi à tous que l'argument d'un islam consulaire a participé aussi à la fragilisation d'une société où les divisions entre les citoyens est à l'ordre du jour depuis très très longtemps. Face à tout cela, professeur, est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité des citoyens, d'ailleurs vous le disiez à l'instant, que les bénis oui, c'est pas de leur responsabilité aussi de prendre part au débat de manière démocratique, de manière libre, pour reprendre une notion de Dr Simona au début de cette conférence. Est-ce que cette liberté est en danger? On le voit, tout ce que vous dites, elle est en danger de part et d'autre. Est-ce que ce danger va être pérennisé au point où on arriverait à une dislocation totale, à un séparatisme total? Vous le rappeliez tout à l'heure aussi, que cette loi de séparatisme aussi qui viendrait frapper, sceller aussi
une sorte d'omerta, une sorte de censure sur une partie des citoyens français. Est-ce que ces éléments-là, en tout cas quelques éléments que je viens de citer, ne participent pas de loin ou de près aussi à s'auto-censurer, à s'enfermer, à stagner face aux défis incommensurables qui sont liés à la fois d'une islamophobie régnante, réelle, et aussi aux formes d'un radicalisme de plus en plus prononcé. Je suis très content que vous me donniez l'occasion de développer ce point-là. Je l'avais annoncé un petit peu, j'ai dit j'espère que j'aurai le temps de dire en gros du mal de Daesh, c'est-à-dire en gros quand même de voir si du côté de la responsabilité des musulmans, il y a des terrains que l'on doit investir. Je vais vous dire quelle est ma méthodologie là-dessus. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il existe de mauvais musulmans? Est-ce qu'il existe des appropriations en politique de l'appartenance musulmane qu'on est en droit, alors ne me demandez pas d'où on parle, mais dont on est en droit de se démarquer, qu'on est en droit de critiquer au regard des objectifs du vivre ensemble d'une nation pluriconfessionnelle? La réponse est oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il existe des gens qui ont une lecture binaire, clivante, conflictuelle, qui préfèrent creuser les fractures plutôt que de jeter des passerelles. Bon. À cette réalité, je fais deux commentaires. D'abord, c'est à eux qu'éventuellement il faut s'en prendre, je dirais comment. Mais ce n'est pas au CCIF. Ce n'est pas au nom de l'existence d'une fraction radicalisée, attention aux mots, ou d'une fraction de gens qui ont effectivement comme agenda de nourrir la fracture, de nourrir la différence au lieu d'essayer de la combler, qu'on va s'en prendre à ceux qui précisément luttent contre cela. Ce qu'il y a d'impardonnable dans l'attitude du gouvernement, ce n'est pas de critiquer les vrais séparatistes, d'accord ? Et la deuxième remarque que je fais à cela, je vais l'emprunter à quelqu'un qui est très connu, qui va l'être plus encore quand je l'aurai cité, un certain Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans le discours des Mureaux, je vais essayer de le citer complètement. Vous savez, la caractéristique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il essaye de dire en même temps l'inverse et son contraire. Hein. Dans le discours des Mureaux, il a tout de même dit, je cite, ce séparatisme, c'est nous-mêmes qui l'avons construit. Nous avons construit notre propre séparatisme. C'est celui de nos quartiers. C'est la ghettoisation que notre République a laissé faire. Nous avons construit une concentration de la misère et des difficultés. Nous avons créé ainsi des quartiers où la promesse de la République n'a pas été tenue. D'accord ? Donc voilà, moi j'ai vraiment besoin de dire face à cette catégorie de musulmans qui peuvent être la cible légitime de notre réserve, c'est pas parce qu'ils sont là qu'on doit s'en prendre à ceux qui luttent contre eux depuis l'intérieur de la communauté musulmane. Et deuxièmement, il faut s'interroger sur les mécanismes qui ont fabriqué ces adeptes des idéologies binaires et clivantes. Et lorsque je suis le plus souvent devant un public de culture chrétienne, je dis, regardez, si demain je décidais de devenir un peu plus chrétien en politique, mon saint patron, là, Saint François d'Assise, m'envoie un rayon de soleil et je serais un born again Christian, et je dis, je veux vraiment être chrétien en politique. Je vais regarder tout autour de moi, mais je vais voir quoi comme repère en politique de la christianité? Je vais voir les tribunaux de l'Inquisition, je vais voir les guerres de religion, je vais voir les moines guerriers, je vais voir les Mormons, leur application littérale, mais je vais voir aussi les adeptes de la théologie de la libération, de la démocratie chrétienne, je vais voir le mysticisme soufi de mon saint patron, Saint François d'Assise, qui parlait aux oiseaux. Bon, eh bien, quand je me tourne devant un public de culture musulmane cette fois, je dis c'est à peu près pareil.
Mais ça, des fois, ça ne plaît pas aux musulmans. Chaque musulman, comme chaque chrétien, a tendance à penser qu'il y a un islam, c'est le sien, donc les autres sont discrédités. Mais il y a des modes d'appropriation de la religion musulmane en politique qui sont diversifiés. On peut effectivement se tourner du côté de la pratique des confréries soufis, on peut se tourner vers le littéralisme des salafis, on peut se tourner vers la politisation etc., etc. Il y a un large spectre. Condamner l'appropriation binaire et clivante, dire à part le salafisme, on va supprimer le salafisme, il n'y aura plus de problème. C'est une immense fragilité intellectuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas comment on va dire du mal des expressions clivantes de la religion musulmane, c'est de comprendre pourquoi un jeune ou un moins jeune, il faut arrêter avec ces histoires de il n'y a que les jeunes qui sont concernés. Non, un jeune ou un moins jeune, lorsqu'il arrive devant le supermarché des modes d'appropriation de la religion musulmane en politique, pourquoi il va au rayon radical? Pourquoi c'est cette option-là qu'il retient? C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour comprendre ça, on va devoir sortir des limites de l'islamologie. L'islamologie a son rôle à jouer, bien sûr. La condamnation de telle interprétation d'Ibn Taymiyyah. Bon, je lisais ce matin un mémoire où l'étudiant s'employait à démontrer que Ibn Taymiyyah n'a en fait jamais été opposé au soufisme, etc. Et il se dit « Ah, je lutte contre la radicalisation ». Non, je donne sa part à la voix des islamologues. Vous savez, il y a 2-3 ans, j'ai eu un grand honneur. J'ai été invité au Conseil européen de la fatwa à Istanbul. Bon, j'étais le seul non-musulman, évidemment, dans cette noble enceinte. Et évidemment, l'approche de toutes les crispations des sociétés se faisait presque exclusivement par le biais de l'islamologie. Il faut critiquer les saints. Et moi, j'avais tendance à dire non, faites attention quand même. Si vous ne vous penchez pas sur le contexte socio-économique qui fait que des individus vont se sentir exclus. Et puis, j'en arrive à la citation de Césaire qui est lumineuse. Césaire qui dit aux Français qui l'ostracisent en tant qu'Africain antillais, il dit « Attention les amis, si vous ne me permettez pas de devenir un citoyen à part entière, il y a des chances que je cherche à être un citoyen entièrement à part. » Et tout est dit. Donc oui, bien sûr, il y a une composante de la société musulmane, et même pas seulement sur le terrain de la lutte armée. Quand j'entends un jeune rappeur qui dit « Arrêtez de me souhaiter bonne année, ça c'est pour les koufars », je dis « Est-ce que tu es sûr que tu fais quelque chose d'utile pour tout le monde dans notre société en niant la possibilité de créer des passerelles qui sont rigoureusement culturelles, qui alors que c'est un fondement de la religion musulmane. Voilà. Donc, oui, vous avez raison et vous aurez toujours raison de désigner la part de responsabilité. Mais moi, mon attitude de politologue, c'est de dire, dans une société, avant de critiquer les dominés, j'ai tendance quand même à m'interroger sur le rôle des dominants. Et toujours, c'est le rôle des dominants. Alors, permettez-moi de faire la transition, mais j'irai très, 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 très vite sur la variable internationale, parce qu'elle est essentielle. On passera juste après, professeur, aux questions à ceux qui… il y a certainement des questions qui seront posées. Ça sera trop tard. Oui, il y a Madame Siam Sherif, Dr Siam Sherif, il y a aussi Monsieur Othman qui vient de vous envoyer une question. Est-ce que vous pouvez le lire après? Oui. C'est à vous, professeur Burga. C'est à vous. C'est à vous maintenant. D'accord. Non, juste pour aller plus vite, des fois, je renvoie à des écrits que vous pouvez choper très, très vite. Ce matin, sur ma page Facebook et sur Twitter, j'ai republié une chronique, une tribune qui est parue dans Politis. Politis, qui est un des rares oasis où, sur ce terrain de l'islamophobie, la colonne vertébrale de Denis Siffert a tenu bon. Il n'y en a pas 50 dans la presse, en tout cas française. Et cette tribune, j'étais un peu vexé parce que c'est Denis Siffert qui a trouvé le titre et moi je ne l'avais pas trouvé. Et il a mis comme titre « Sous le masque laïque, la contre-révolution arabe ». Et donc, sous le masque de la défense de la laïcité,
Alors, si par hasard certains ne m'avaient pas compris, je vais employer des exemples très très précis. En septembre 2019, l'ex-ministre de la Justice saoudien qui est venu à Paris, et c'est l'ancien ministre de la Justice, il venait en tant que président de la Ligue islamique mondiale, et il a dit au président Macron, nous venons vous soutenir dans votre combat contre l'islam politique. Donc, dans la temporalité de Macron, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Les dynamiques politiques, les oppositions, le rôle des oppositions politiques dans le monde musulman a toujours influé sur l'image des musulmans en France et en Europe, bien sûr. Depuis la guerre d'Algérie, jusqu'à bien sûr la décennie noire de l'Algérie des années 90, en passant par la révolution iranienne, il y a toujours eu des oppositions corrélées à l'islam politique dans le monde musulman qui étaient dénigrées de concert par les autocrates et leurs alliés occidentaux. C'est-à-dire, il y a toujours eu une alliance dans la répression du Front islamique de salut. Les Français n'ont pas donné leur part aux voisins. Ils ont participé activement. Donc, il y a toujours eu une tendance à une alliance entre les autocrates arabes qui réprimaient leurs oppositions, en les qualifiant bien sûr, en les discréditant à l'idéologique, pour ne pas avoir à dire qu'elles étaient populaires, même quand elles gagnaient les élections, et on l'a vu se répéter avec l'Égypte. Il y a toujours eu ça. Le nouveau dans la temporalité Macron, c'est l'irruption de l'Arabie saoudite et des Émirats dans ce jeu-là. Avant, quand on voulait savoir qu'est-ce que c'était les islamistes, vous savez, dans l'introduction de mon premier ouvrage en 1988, j'éprouve le besoin de stigmatiser, il ne me l'a d'ailleurs jamais pardonné, Jean Daniel, le patron du Nouvel Obs, qui pour comprendre ce que c'étaient les islamistes, demandait à Hassan II, Majesté, expliquez-nous qui sont ces gens. Et moi je disais, mais si vous allez demander aux autocrates arabes ou aux monarques absolus de vous décrire objectivement les racines historiques qui ont fait émerger leurs opposants islamistes, on ne va rien y comprendre, hein, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a toujours eu ça, mais l'Arabie saoudite était en dehors de ce champ. L'Arabie saoudite jouait une partition plus complexe, hein, blablabla, le wahhabisme. Non, là, l'Arabie saoudite a basculé avec les Émirats, et le mécanisme qui les fait basculer, c'est les printemps arabes. Ils réalisent qu'à la régulière, les forces politiques qui pourraient émerger des urnes libérés de toute entrave, de toute ingérence autoritaire, c'est les islamistes. Ils ont confirmation, ils le savaient, mais ils ont confirmation que des urnes du printemps arabe sortent, comme en Tunisie, comme en Égypte, des courants liés d'une façon ou d'une autre avec l'islam politique. Alors, ils se mettent à participer à la criminalisation, à l'idéologique. Ils ne peuvent pas dire « j'ai peur du scrutin démocratique dans mon pays ». Ils vont dire « j'ai peur de l'islam radical ». Et nous allons, nous autres Français, recevoir tout particulièrement bien ce discours-là. Une autre façon de le dire, c'est ce que je dis dans l'article de Politis, notre relation aux Émirats, elle a deux composantes, ou à Sisi. La première, c'est le confort d'une relation clientéliste avec ceux qui nous achètent notre quincaillerie. Mais la deuxième, elle est plus pernicieuse. Nous aimons bien que Sisi vienne nous expliquer, on lui donne la Légion d'honneur quand il vient nous expliquer toutes les raisons que nous avons de lutter à ses côtés contre les frères musulmans. Donc, une fois, bon, j'aime bien les formules à l'emporte-pièce, je dis, le problème, ce n'est pas qu'on vende des rafales à Sisi, c'est qu'on lui achète son logiciel politique. C'est qu'on lui achète son logiciel politique de criminalisation des oppositions. Et évidemment, moi, je ne participe pas, je ne cautionne pas le logiciel de criminalisation indistinct à l'émotionnel, à l'irrationnel des frères musulmans ou de tous les courants de l'islam politique qui ont montré leur superficie dans les urnes. Donc ça, c'était la variable internationale dont il me paraît très important de dire que, alors j'en ai oublié une, attention, la variable internationale se nourrit du soutien des autocrates, mais évidemment d'Israël. Israël est tout entier engagé dans la besogne de criminalisation des oppositions islamistes. Pourquoi ? Parce qu'Israël veut nous faire croire que si les Palestiniens résistent, ce n'est pas parce qu'ils sont occupés, c'est parce qu'ils sont musulmans. Toute la rhétorique de criminalisation du Hamas
parce que, souvenez-vous de Sharon, vous avez Ben Laden, nous avons Yasser Arafat. Attention, Yasser Arafat n'était quand même pas considéré comme un islamiste. Hein. La résistance palestinienne n'a pas eu besoin de l'islamisation des mouvements politiques. Les premiers groupes armés, je dis y compris l'action armée, hein, Georges Abdallah, le Front de libération de la Palestine, était dirigé, initié par des gens de culture chrétienne, d'accord ? Mais donc, coefficient étranger, tous les autocrates arabes et Israël qui va alimenter cette machine. Et si vous voulez, c'est ce que je fais dans la tribune de Politis, si vous voulez comprendre quelles sont les racines du discours de criminalisation des islamistes, lisez, s'il vous plaît, des musulmans en Europe, hein, eh bien, regardez bien les intérêts comparés des lobbies israéliens, des lobbies émiratis qui manient les millions de dollars. Les Émiratis sont extrêmement actifs dans la propagande, hein, pour criminaliser aussi. Je connais un pays qui est un islamo-gauchiste, au sens où j'en suis un, c'est l'Émirat du Qatar. Parce que l'Émirat du Qatar ne cautionne pas les raccourcis de la criminalisation de la génération politique qui a émergé avec les printemps arabes. Donc ça, cette dimension régionale, internationale du problème qu'on a traité ce soir, il me semble que c'était très, très important de le dire. En ce qui me concerne, j'ai fini, je pense qu'on a débordé largement sur les territoires de la patience des auditeurs et je m'en remets à la sagesse des animateurs. Merci beaucoup, professeur Burga. Permettez-moi, professeur Boumediene, on a deux questions. Notre sœur Bédia de Bruxelles, notre frère Othman. On commence avec Dr Siem Cherif, puis Mourith Hussein. Et si Boumediene va vous transmettre les questions des autres auditeurs. Est-ce que je les ai, les questions sur mon écran, si j'appuie sur le bon bouton? Oui, discussion. Oui. Discuter. Oui, vous pouvez. Oui. On commence avec Madame Siem Cherif. On souhaite le bienvenue aussi à Madame Dr Doli Sarraf, secrétaire générale de l'Association internationale arabe de sociologie. C'est à vous, Dr Cherif. Oui, merci. C'était excellent. Permettez-moi de parler en arabe pour mieux exprimer. Oui. Shukran, professeur Burga. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, je pense. Oui, il y a un micro ouvert qui fait du maquillage. Peut-être. Oui, on va essayer de... Oui, Madame Siem Cherif, oui, vous pouvez, oui. قلت شكرا بروفيسور بيرغا. هو في الحقيقة الملاحظات أو الأسئلة التي كنت سأطرحها قام بها دكتور كومدين ودكتور الإشاء أنه يعني في هذا كله هل تعتبرون أن الإشكالية تتمثل في ربما الجهل بالآخر بين قوسين جهل الشرق أو يعني المسلمين وهنا أقول الجهل ليس عدم الاطلاع لكن عدم محاولة تقبل الآخر بثقافته وخصوصيته الثقافية والاجتماعية. هذا الجهل أو عدم التقبل واستعمالاته الجيوسياسية. يعني الإشكالية ليست في عدم رغبة مواطنين مهاجرين من الدرجة الثالثة في عدم رغبتهم في الاندماج داخل مجتمعات أوروبية أو عدم تقبل مجتمع أوروبي لهؤلاء المهاجرين والذين أصبحوا مواطنين، لأنه الاندماج حدث. لكن أنا أرى أنه استعمال عدم تقبل الآخر، لأنه فيه هذا التطرف في عدم تقبل الآخر سواء من هذه الجهة أو هذه الجهة، واستعمالات الجيوبوليتيكية الجيوسياسية الجيوبوليتيك لهذا الشرخ الذي
وجد ويوجد الآن وسيوجد دائما، لأنه الاستعمال الإيديولوجي والسياسي هو الذي يعني يزيد في الهوة هذه ويزيد في عدم التقبل أو عدم التعايش والتسامح. نعم. شكرا أستاذ سيام شيف. Merci infiniment docteur Siam Chif. Alors je vous traduis rapidement. لا من المفيد فهم السؤال. أشكركم. elle تريد أن تترجم لبقية نعم لبقية Alors peut-être je traduis au francophone que la question posée par docteur au professeur Burga concerne autour, professeur, de la problématique de l'ignorance des uns et des autres et de la non-acceptation des uns et des autres, et surtout de l'instrumentalisation de cette ignorance pour maintenir, si j'ai bien compris sa question, pour maintenir ce gouffre, hein, toujours vivant, actif entre les composantes d'une société ou les composantes de confession musulmane et les autres, par extension. Merci. Est-ce que, professeur Burga, de préférence qu'on reçoit toutes les questions et comme ça, comme ça, j'aurais tout oublié à la fin. Ah, d'accord. C'est à vous de... Je réponds très vite. Je suis très content de cette question. Ça me permet de dire que, pour moi, le problème n'est pas un problème d'abord spécifique aux Occidentaux. Cette carence absolue des valeurs humanistes, on la trouve chez certains leaders musulmans. Hein. Les pires de ce que sont capables de faire les Occidentaux dans le domaine de l'ignorance absolue du respect de l'autre, on les trouve chez des gens en situation de leadership dans le monde musulman. Donc pour moi, et c'est pour ça que j'accorde une importance considérable à la problématique coloniale, pour moi, le problème, ce n'est pas le problème des Occidentaux par rapport aux autres cultures, même si vous me poussez dans mes derniers retranchements, je dirais oui, il y a quand même une spécificité de l'histoire occidentale dans ses modes de déploiement aux quatre coins de la planète. Mais je ne fais pas une approche culturaliste de ce problème des Occidentaux. Je pense pour moi que c'est le problème des dominants. Le cancer, c'est ce qui détruit le cerveau de quelqu'un qui est en situation d'hégémonie idéologique. Il perd ses repères, il ne reçoit plus de messages susceptibles de le contredire et donc de lui permettre de se situer dans l'espace. Et donc pour moi, le problème de la période que l'on vit, ce qui est impardonnable de la part des musulmans, c'est que c'était des gens sur qui nous étions en situation d'hégémonie absolue. Ils ne sont pas venus de la planète Mars. C'était des gens avec qui nous pensions avoir une relation de proximité absolue. Nous leur écrasions la figure. Et ce qu'il y a d'inacceptable, ce qui potentialise cette incapacité des Occidentaux à rester simplement rationnels, c'est le fait que les voix qui s'élèvent aujourd'hui sont des voix des anciens dominés, des dominés d'hier. Et donc, je préfère me situer dans cette problématique-là plutôt que de rechercher un atavisme à la culture occidentale ou à la religion chrétienne, par exemple. Même si, j'ai ouvert la parenthèse, même si rien ne se compare au mode d'expansion de la civilisation occidentale du XVIe siècle à nos jours. Rien. Et ça, il faut le reconnaître, il faut le dire. Et il ne faut pas me sortir la traite musulmane des Noirs. Je ne joue pas dans la même catégorie. Si on regarde les modes de peuplement de l'Amérique latine d'abord, il y a les dizaines de millions de morts, puis on monte en Amérique du Nord, puis on passe, bien sûr, je me suis trouvé la même année une fois en Australie, où vous voyez les aborigènes transformés en épaves alcooliques au bord des trottoirs. Et puis je suis passé en Afrique du Sud où j'ai vu le musée de l'apartheid et j'ai vu que jusqu'en 1974, la portion de sucre que vous aviez en tant que prisonnier était inversement proportionnelle à la couleur de votre peau. Si vous étiez blanc, vous aviez 3 sucres, métis 2 sucres, noir 1 seul sucre. Ça a existé, ça, d'accord? Et puis, bien sûr, vous faites le nazisme et le stalinisme, et puis vous faites l'empire colonial. Donc, oui, il y a quelque part, je le crains, un atavisme occidental. Mais la problématique de l'islamophobie contemporaine, moi, je l'adresse comme un politologue et pas par une approche culturaliste.
Je pense que c'est le problème des dominants. Il est très, très dur de sortir du confort, de l'hégémonie. On a été enivré par le confort de l'hégémonie coloniale, puis post-coloniale impériale. Alors, professeur, j'ai deux questions des auditeurs, peut-être Oui. très rapidement, trois questions, donc avec Maurice, notre camarade Maurice tout à l'heure. Alors, la première question, professeur, est-ce que les fondements de l'islamo-gauchisme, alors l'auditeur revient sur l'assimilation, les causes peut-être de l'assimilation, qui est très française, que le lien n'est pas inhérent à l'assimilation, la binarité assimilation et islamo-gauchisme, vu que l'ère monarchique française soutenait l'idée d'éradication des patois, de l'assimilation des cultures des autres, en Île-de-France notamment, et on n'appliquerait pas maintenant la même chose à l'égard d'une partie des citoyens de confession musulmane ou d'autres confessions. Première question. Deuxième question revient sur quelque chose que je voulais partager avec vous, sur la notion du sacré et l'éradication du sacré par là. Dans un premier processus de révolution et surtout par la loi de la laïcité en 1905, le fait d'avoir chassé le sacré, la religiosité, le religieux de la sphère publique, nous dit Frédéric, est-ce que c'est pas ce combat qui fausse et qui provoque toutes les problématiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui? Je laisse le soin, juste après votre réponse, à notre camarade Maurice de poser sa question, s'il vous plaît, professeur. Et Monsieur Faziher aussi. Oui. D'accord. La francité de cette partie de la problématique, oui, je crois, elle est très présente. Nous avons interdit le jacobinisme culturel, le fait que nous avons, alors ça a changé, hein, mais nous avons, en tant que Savoyard, je ne suis pas du tout partisan de la Savoie libre. Mais disons, les attentes régionalistes ont été combattues en France, hein, y compris par le général de Gaulle. Et ça, effectivement, ça remonte sans doute à Napoléon. Ça, c'est un atavisme français. C'est également, mais ça, on l'a dit, chasser le sacré, c'est un atavisme français. C'est absolument évident. Dans l'univers anglo-saxon, il n'y a pas cette tension exacerbée à l'égard de la présence du sacré dans l'espace public. Sur le dollar américain, vous le savez, c'est écrit quoi? In God we trust. Il n'y a absolument aucune antinomie avec la croyance religieuse et la légitimité politique, y compris démocratique. Ça, oui, c'est un marqueur de l'identité française. Je me suis posé la question, mais je n'ai pas les instruments, je ne suis pas un historien de cette période, mais je pense que nous avons été quelque part enivrés par la période des Lumières. On s'est pris pour le nombril du monde. On a surestimé notre rapport à la planète. Mais bon, là, ce sont des propos de comptoir. Ce n'est pas les propos d'un historien de cette période. Il y a des racines spécifiquement françaises à cette exclusion ou à cette criminalisation de la présence du sacré dans l'espace public. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec cette remarque. Notre camarade Maurice, est-ce que vous pouvez poser votre question, professeur, s'il vous plaît, s'il te plaît? Oui, merci. Très intéressant comme discours, merci beaucoup. Ma question est la suivante. Donc, vous avez mentionné la différence d'attitude entre les pays anglo-saxons, qui sont beaucoup plus accommodants, et la France, je dirais même... d'un certain point de vue, le continent européen dans sa majorité. Ce que je voudrais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a un objectif derrière tout ça, derrière cette attitude française, de la politique française envers les musulmans? Est-ce que vous pensez que cet objectif est différent des pays anglo-saxons tels que l'Angleterre et les États-Unis? Bon, je n'aime pas me situer sur un terrain qui pourrait nous amener sur la théorie du complot, hein. C'est-à-dire qu'il y a un projet spécifiquement français. Le projet du président Macron, je vais vous le dire, je le connais bien, je pense bien le connaître, c'est être réélu. C'est être réélu à peu près à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller cultiver les voix de l'extrême droite s'il en a besoin, puisqu'il a perdu celle des Gilets jaunes. En gros, c'est ça, hein, le contexte électoral.
Mais on a dit à plusieurs reprises qu'il y a dans le tissu sociétal français une spécificité d'intolérance qui est liée, alors moi je l'ai dit, à l'expérience coloniale, mais on peut effectivement revenir une nouvelle fois sur l'expérience révolutionnaire. Et donc, bon, on voit bien quand même, quand vous entendez parler le Premier ministre Trudeau, et puis après vous entendez parler un homme politique français de n'importe quelle couleur, vous voyez bien qu'il y a des horizons d'attente de la coexistence religieuse qui sont assez strictement différents. C'est pour ça, lorsque je cherche à me faire pardonner, moi j'ai passé 7 ans en Algérie, donc souvent mes références, c'est l'histoire de la relation franco-algérienne. Je dis, vous savez, je suis peut-être un peu franco-algérien, mais je vous assure, c'est l'archétype de la relation entre l'Orient et l'Occident. On n'a pas fait plus caricatural que la relation entre la France et l'Algérie, par la personnalité des deux acteurs des deux côtés et par la durée et la violence de la rencontre, etc., etc. Donc effectivement, oui, je pense qu'il y a, c'est pour ça qu'en tant que Français, je suis plus particulièrement pessimiste sur l'évolution de l'atmosphère européenne à court terme. Il y a une spécificité qui est que, bon, le projet français, il y a quelque chose que je n'ai pas dit quand même sur les raisons pour lesquelles les Français devraient admettre que la recette du tissu national peut évoluer. C'est pourquoi il y a des musulmans en France. Et dans mon livre, j'ai pris plaisir à citer un témoignage tout à fait personnel. En Savoie, dans une grande aciérie qui est venue dans les années 30 pour chercher l'électricité hydroélectrique, mon père m'avait dit un jour, tu vois ces autobus, 5 ou 6 autobus marrons, des vieux cars, je m'en souviens, toutes les semaines, ils partent au Maroc, dans une région qui s'appelle le Rif. Et toutes les semaines, ils reviennent pleins. Ça fait un paquet de dizaines de travailleurs. Et si ces autobus n'avaient pas fait depuis 2 ans le trajet en permanence, la boîte, c'est-à-dire la société, Péchinet-Gilles Kuhlmann, je la cite, n'en saurait pas où elle est aujourd'hui. Donc, les musulmans, nous sommes allés les chercher de 2 façons, par l'électrochoc de la relation coloniale, mais après, nous sommes allés les chercher avec des politiques d'immigration extrêmement volontaristes. Nous sommes allés les chercher, d'accord ? Et donc, effectivement, l'imaginaire national doit accepter, il a eu le bénéfice de la relation coloniale, il doit accepter de payer le prix très relatif, parce qu'ouvrir le spectre de la légitimité des références symboliques, ça n'affaiblit pas une nation, ça la renforce. Ce que les Français ne semblent pas capables de faire, ce qui m'inquiète. Parce que, encore une fois, quand je vois que apprendre la langue arabe, ça peut former des terroristes, j'ai envie de hurler. Mais ça a été dit par des hommes politiques au sommet de l'appareil d'État. Non, j'ai dit, pardonnez-moi l'expression, apprendre la langue arabe, ça vous rend moins con. Ça vous permet d'avoir un autre imaginaire symbolique, une autre historicité, et donc de voir le monde avec un relief, avec 2 yeux. Vous le regardez par le biais d'un autre système symbolique ou d'une autre historicité. Je ne dis même pas d'autres valeurs. J'aime pas ce mot, parce que les valeurs, je pense que nous les partageons. Les valeurs humanistes, elles ne sont pas le produit d'une civilisation par rapport à une autre. Ça, c'est encore un drame de l'imaginaire français. Donc, bon, voilà, je crois que nous ne sommes pas en tension sur ce constat-là. Merci, professeur. Dernière question, Faziyar. Est-ce que vous pouvez poser la question au professeur, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, moi, j'ai une petite question ou deux et qui sont aussi des objections à M. Burgas, s'il me le permet. Vous avez donc expliqué les raisons donc, de l'atmosphère un peu donc, de l'islamo-scepticisme français en mobilisant l'histoire révolutionnaire, l'histoire coloniale, il y a sans doute un peu de ça. Mais je suis assez surpris que vous n'ayez pas prononcé une seule fois le mot Samuel Paty, Mila, c'est-à-dire le fait qu'il y a aujourd'hui des objections légitimes qu'on peut adresser à certains courants religieux qui ont une incidence politique et sécuritaire assez problématique, sans même évoquer le fait
et cela n'est jamais vraiment rappelé, que si on prend aujourd'hui la situation de l'islam à l'échelle du monde, sur la cinquantaine de pays à majorité musulmane, on ne peut pas dire que la grande majorité de ces pays brillent par des institutions très libérales. Donc cet aspect-là n'est jamais très souligné dans votre argumentation. Ça, c'est ma première remarque à laquelle j'aurais aimé effectivement vous entendre. La deuxième, très vite, et je m'arrête là, quand vous parlez là encore de notre méfiance vis-à-vis de la religion musulmane, vous entendez que celle-ci… De ma méfiance vis-à-vis de la religion musulmane. De notre méfiance, les Français. De la religion musulmane, vous sous-entendez notre refus de considérer les musulmans comme des acteurs politiques à part entière et à part autonome. Donc moi je vous lis, et en effet, vous assimilez l'adhésion à l'islam politique dans la plupart des pays musulmans comme une réaction logique et légitime à la domination coloniale européenne, à ceci près qu'on pourrait quand même vous objecter quelques contre-exemples, c'est-à-dire que rien ne prédestinait la lutte anti-impérialiste occidentale à prendre la forme d'une religion comme l'islam, au motif que cette religion serait autochtone. Vous avez des décolonisations en Afrique, en Asie, qui ont été menées sous la bannière d'idéologies qu'on pourrait juger plus rationnelles. Alors c'est tantôt le socialisme, tantôt le marxisme. Alors pourquoi à tout prix vouloir faire de l'islam la seule religion la plus crédible pour permettre aux sociétés orientales de conquérir leur autodétermination, là où il peut exister des manières sans doute politiques et idéologiques plus rationnelles que cette religion? Je vous ai bien compris, et je suis très content que vous ayez posé ces questions qui me permettent d'évoquer, fût-ce très rapidement, un certain nombre de fondamentaux. L'islam n'est pas la seule religion dans le monde qui peut permettre d'accompagner des mouvements d'émancipation politique, même si les exemples que je vais fournir ne sont pas nécessairement valorisants. Mais vous avez un phénomène de crispation identitaire sur l'hindouisme en Inde qui fonctionne mutatis mutandis sur un registre identique. Le plus important de ce que vous avez… non, je vais quand même expliciter un petit peu tout cela. Pourquoi les révolutions n'ont pas eu lieu sur le registre du socialisme et du marxisme? Ben si, elles ont eu lieu, elles ont commencé comme ça. Et là, vous touchez au cœur de ce sur quoi j'ai écrit. Moi, j'ai écrit des ouvrages, l'islamisme au Maghreb, la voie du Sud, la voie du Sud, où je me suis posé la question de savoir pourquoi les intellectuels de gauche, majoritairement dans le monde musulman, pourquoi la gauche a disparu dans sa capacité de mobilisation des mouvements indépendantistes et pourquoi c'est le lexique de l'islam politique qui est devenu plus ou moins hégémonique dans tous les terroirs musulmans. Et ça, j'ai répondu par une métaphore que je porte comme une croix depuis maintenant 30 ans ou 40 ans. J'ai dit, l'émergence de l'islam politique, elle s'opère dans le continuum, pas du tout en rupture, dans le continuum du mouvement indépendantiste. L'Algérie, lorsqu'elle a voulu s'affranchir de la France, l'a d'abord fait sur le strict registre politique en disant « c'est fini, je ne veux plus le drapeau français, je veux un drapeau algérien ». Puis, elle s'est aperçue, et ça, c'est des processus que j'ai identifiés dans les témoignages des acteurs que j'ai longuement interviewés, puis elle s'est aperçue que l'indépendance politique sans recouvrer le contrôle sur les richesses économiques, c'était vide. Et donc, on est passé à l'ère des nationalisations. Et là, le marxisme et toutes les idéologies qui prônaient une meilleure distribution des richesses à l'échelle de la planète ont été massivement utilisées. Mais, et c'est ce qui m'a intéressé, et c'est sur ce terrain-là que j'ai peut-être poussé un petit peu plus loin l'analyse, c'est pourquoi, par exemple, un militant communiste comme Adel Hussein en Égypte, un jour, va quitter le Parti communiste et va se rapprocher de la pensée religieuse. Et ça, c'est la dimension identitaire de l'appartenance religieuse que j'ai mise en avant. Et on n'est pas du tout sur le terrain du sacré. Adel Hussein, le communiste, ne se range pas sous la bannière du sacré. Il dit simplement, comment moi, qui tous les matins, quand je me réveille, me dis où est-ce qu'on en est par rapport à l'Occident? Comment puis-je faciliter le processus d'émancipation de ma nation vis-à-vis de l'Occident? Comment puis-je le faire si je lutte contre l'islam, alors que l'islam, c'est le cœur de ma nation? Donc, ce que vous voulez ignorer et sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que ce qui fait la capacité de mobilisation du discours islamique, ce n'est pas sa dimension sacrée, c'est sa dimension endogène. Et ça, c'est au cœur de ce que j'ai essayé de démontrer. L'autre
volet sans surprise, ils vont souvent ensemble, que vous m'avez opposé, c'est que je n'ai pas mentionné les expressions extrêmes, et je suis content que vous me laissiez. J'ai dit à un moment, j'espère que j'aurai le temps de dire du mal de Daesh. D'accord? Je vais en dire encore plus que vous. Il y a un compartiment des actions conduites par les radicaux, par l'extrême, par la frange bien sûr, mais significative, des mouvements islamistes, une double dimension. Il y a des violences qui sont, je dirais, des violences verticales. Ils cherchent à substituer au sommet de l'État une autorité plus légitime que celle qui le gouverne. D'accord? Et puis, il y a des violences. Alors, ces violences verticales doivent être contextualisées. On doit connaître le degré de violence qu'exercent les autocrates arabes pour comprendre comment s'est opérée la montée aux extrêmes contre eux. J'ai écrit à ce propos qu'il n'y a pas de montée aux extrêmes dans un tissu d'une société musulmane. Vous m'avez donné des exemples des mauvaises performances des sociétés arabes et musulmanes dans leur ensemble. J'ai essayé de démontrer, j'ai largement documenté que cette montée aux extrêmes a besoin d'un dysfonctionnement majeur des institutions de la représentation politique dans chacun des pays concernés, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une ingérence étrangère. Les djihadistes ont eu besoin d'ingérence étrangère, occidentale dans la plupart des cas, mais plus récemment iranienne ou russe, pour que la mayonnaise de cette crispation absolue de violence arrive à ce qu'elle était. Alors, il y a des violences verticales, il y a des violences horizontales. Ces violences horizontales, telles que celles qui ont été exercées contre les yézidis ou contre les minorités sexuelles, les yézidis, j'ai eu la chance d'aller leur rendre visite, c'est des gens extraordinairement exotiques. Ils ne faisaient pas partie de la formule politique qui oppressait les sunnites irakiens. Ils n'avaient rien à voir. Ils étaient sur la planète Mars par rapport au système politique. Donc, effectivement, il y a là une violence sectaire qui ne mérite pas la contextualisation, mais simplement la condamnation. Simplement, je reviens toujours. Alors, évidemment, je ne vous suis pas. Vous reprenez les propos de M. Macron, ce n'est pas un péché, il a le droit d'exister, qui a dit « l'islam est en crise dans le monde entier ». C'est ce que vous nous avez répété. Hein. L'islam est en crise dans le monde entier. Non, je dirais le monde entier est en crise et dans la plupart de ces crises, nous avons, nous autres occidentaux, une part significative à jouer. Nous avons joué une part significative. Donc, faire porter au lexique, à la culture de l'autre, la responsabilité de dysfonctionnements politiques dans lesquels nous sommes impliqués, c'est exactement le mécanisme rhétorique des dominants dans le monde aujourd'hui. Vous éprouvez le besoin de défendre leur position, c'est très bien, au nom de la diversité. Mais ça ne me convainc absolument pas. Vous voyez, l'islam n'est pas en crise dans le monde entier. Les sociétés de la périphérie coloniale et impériale de l'Occident sont toutes en crise. Et ces crises sont intimement liées aux modalités qu'a employées l'Occident pour y maintenir son hégémonie. Vous voyez, c'est une opinion un tout petit peu différente. Merci beaucoup. Et que pour conclure notre échange fructueux. Merci. Merci infiniment, professeur Burga. Avant de clôturer, je me permets de céder la parole, mot de fin de clôture à notre président, Dr Farhat Afshahari. J'aimerais bien remercier la coordination des organisations islamiques suisses qui a pris le chemin de l'investissement dans les sciences, dans le dialogue interreligieux, et aussi l'invitation des experts de renommée internationale. C'est à vous, Dr Farhat Afshahari. Cher professeur Burgas, j'aimerais seulement de vous remercier chaleureusement pour votre profonde conférence. Votre présentation était très importante pour notre futur travail d'intégration de la communauté islamique en Suisse. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dr François Burga, pour votre présence. J'aimerais bien dire quelque chose que pour renforcer la paix et l'intégration, on n'a pas besoin de marginaliser ni l'islam ni les musulmans. On a besoin de travailler, de valoriser
l'existence de l'islam dans l'Europe, de diversité, de dialogue, de démocratie et d'intégration. Et on a besoin aussi de faire rupture avec le double discours. Ce n'est pas de marginaliser les musulmans et puis on demande aux musulmans d'agir face à l'intégration terrorisme. Ce n'est pas de flirter pendant des décennies avec le wahhabisme et puis demander seulement et prenez seulement les musulmans comme responsables. Ce n'est pas aussi de dialoguer avec Daesh et Al-Qaïda ou rétablir en Afghanistan aussi les intégristes et les terroristes et en prenant seulement les musulmans comme responsables. Les musulmans ont besoin de respect, de partenariat et d'implication dans la vie civile et politique. François Burga, je me permets de s'incliner devant vous par respect, par reconnaissance, parce que vous êtes un scientifique noble, mais surtout un être humain formidable. Je remercie infiniment la Fondation culturelle et islamique d'Al-Bayt de Genève. Je remercie l'Institut Kalima, je remercie notre ami et Dr Roberto Simona. On vous attend prochainement, comme c'est déjà promis, professeur Burga, à Genève, en collaboration avec la FICA. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Dieu, c'est le lien qui relie l'humanité en sa diversité. Au revoir et bonne continuation. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.